Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là pour vous présenter aujourd'hui ce programme, ce nouveau programme là, dont on a complété la construction récemment, puis qui va entrer en vigueur en fait officiellement demain. Euh, je voulais d'emblée en profiter pour souligner la participation là, ou le travail accompli par mes collègues, Gabriel Dimitri-Masson, Julie Gauthier-Desormeaux et Pierre Laflamme, là, qui ont contribué à la rédaction du programme puis à développer tout le matériel là, qui va vous être présenté aujourd'hui. On a une présentation assez chargée. Je vais tout de suite vous présenter le plan de la présentation. Donc, on va commencer par les points, les principaux points à retenir. Donc, à propos du nouveau programme. Ensuite, on va revenir un peu en arrière, faire un petit brin d'historique, puis faire une mise en contexte. On va ensuite passer à travers la structure globale du programme pour continuer avec la présentation détaillée des volets. Donc, il y a plusieurs volets au programme. On va vous présenter chacun de ces volets-là de manière détaillée. Puis, on va finir avec la période de questions. Euh, donc, on commence tout de suite avec les principaux points à retenir. Ce qui est maintenu dans un premier temps pour ce nouveau programme, évidemment, l'aide financière pour les établissements et les services en région précaire. Donc, tout ce qui est aide pour les cliniques qui sont établies en région périphérique, en région précaire, où il y a des enjeux de rétention, de recrutement et rétention de la main-d'œuvre, c'est maintenu. On va voir les détails tout à l'heure. Le soutien au déplacement à la ferme avec un tarif uniforme partout au Québec, c'est maintenu. Donc, l'équivalent de ce qu'on avait dans le programme ASAC, ce qu'on appelle le tarif visite, donc qui est uniforme partout au Québec, c'est maintenu avec les principales règles d'application de cette aide-là. Donc, on va revoir tout ça tout à l'heure. Également, le soutien pour l'accompagnement dans l'adoption de bonnes pratiques, ce qu'on appelait les campagnes PISAC jusqu'à maintenant, c'est maintenu, c'est revu. Donc, on a fait quelques modifications sur la forme, mais essentiellement, tout ce qui s'appelle accompagnement dans l'adoption de bonnes pratiques fait partie des priorités de ce nouveau programme-là. Ce qui change le budget global du programme dans un premier temps a été bonifié. Donc, on a maintenant un budget global de 17 millions par an par rapport aux 15,1 millions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. S'il vous plaît, peut-être fermer votre micro. Le budget global qui est bonifié de 12,5 %, donc 17 millions versus 15,1 millions qu'on avait là, dans l'ancien programme. Le format de l'accompagnement, donc comme je mentionnais juste avant, les campagnes PISAC, on a changé le format d'application de ce volet-là. Le tarif horaire qui existait dans le programme ASAC, on avait un tarif conventionné, c'est-à-dire qu'on imposait un tarif horaire qui devait être appliqué dans le programme. Ce n'est pas maintenu. Donc, maintenant, le tarif horaire est à la discrétion du médecin vétérinaire. Donc, vous pouvez appliquer le tarif horaire qui vous paraît juste ou qui est accepté ou acceptable là, pour vos producteurs. Puis nous, dans le fond, au niveau du programme, on va payer un pourcentage de ce tarif horaire-là. Puis c'est la même chose pour ce qui concerne le coût des médicaments. Donc, le coût des médicaments, le choix du distributeur, ça change ça aussi, c'est-à-dire que ce n'est plus conventionné dans le programme. Donc, vous pouvez vous approvisionner en médicaments là où bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chez CDMV, en tout cas pas en vertu du programme. Et puis, vous pouvez appliquer là, le coût des médicaments qui vous semble juste et raisonnable. Ce n'est pas conventionné dans le programme. Il y a également 2 nouveaux volets qui sont ajoutés au programme, donc un volet pour la formation des professionnels de la santé vétérinaire, un volet pour l'accompagnement de groupes de producteurs par rapport versus l'accompagnement individuel qu'on connaît dans les campagnes PISAC. Donc ça, c'est ce qui change. Et ce qui n'a pas été conservé, donc ce qui a été retiré du programme, dans un premier temps, l'aide financière pour l'hospitalisation des animaux au CHUV, donc sous la formule qu'on avait dans le programme ASAC, c'est-à-dire financement des journées d'hospitalisation, ça n'a pas été retenu dans le programme. Donc maintenant, on a quand même un soutien, le MAPAC a un soutien financier pour le CHUV,
Ça a été consolidé dans d'autres véhicules d'aide financière. Et vous avez peut-être vu passer des annonces. Là. Vendredi dernier, le ministre a annoncé un budget de 12 650 000 sur 3 ans pour soutenir les activités cliniques, la réalisation de projets de développement en santé et bien-être et en santé publique. Donc, c'est une aide financière là, qui vient soutenir le CHUV, mais on ne maintient pas là, le soutien à l'hospitalisation sous la forme du programme ASAC. Et enfin, le tarif horaire, dans le fond, le soutien du tarif horaire pour les actes de nature privée, ce n'est pas maintenu. C'est-à-dire qu'on va maintenant se concentrer sur des activités à retombées collectives, un peu là, dans le même style que les campagnes PISAC qu'on a vues au cours des dernières années. Donc, c'est la suite naturelle de la transition là, qu'on effectuait depuis plusieurs années. Au cours des années, en fait, le programme ASAC, c'est un programme qui est, vous le savez, là, qui existe depuis les années 70. Le programme d'assurance santé animale contributoire a été créé en 1971. Au cours des années, c'est un programme qui a évolué à travers divers décrets. En fait, depuis le début, c'est un décret. Le premier décret, d'ailleurs, a été signé par René Lévesque en 1971. Puis, il y a eu plusieurs décrets qui ont par la suite modifié ce programme-là. Pour faire des ajustements. Donc, en 1984, on a amené là, la nouvelle terminologie, programme d'amélioration de la santé animale, etc. En 2015, on a fait une évaluation, au MAPAC, on a fait une évaluation du programme ASAC qui a été faite par notre direction interne d'évaluation de programme. Cette évaluation-là recommandait au ministre de faire des changements au niveau de ce programme-là. Donc, c'est ce qui a mené à la formation là, de projets pilotes en 2017. Donc, quand on a commencé à intégrer les campagnes PISAC, donc les campagnes de sensibilisation en 2017, c'était des suites de cette évaluation-là. Puis, tout ça a mené à cette transition-là qu'on fait depuis plusieurs années avec l'avenue également de l'entente de transition du programme ASAC vers le PISAC en 2022 pour mener vers là où on est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire une transition complète vers un nouveau programme. La différence avec le programme ASAC, le programme PISAC, c'est un programme qui n'est pas issu d'un décret, donc qui n'est pas régi par une entente entre des partenaires, comme c'était le cas au niveau du programme ASAC. Donc, toutes les modalités d'application du programme PISAC, elles sont dans un texte, dans une norme qu'on appelle qui est conforme aux règles émises par le Conseil du Trésor. Donc, évidemment, le ministère a collaboré avec ses partenaires pour développer ce programme-là, puis va continuer à collaborer avec ses partenaires, c'est-à-dire les représentants des médecins vétérinaires, les représentants des producteurs, pour s'assurer d'une mise en œuvre qui est conforme, puis qui fonctionne bien, puis qu'on répond surtout aux attentes des producteurs et des médecins vétérinaires. Mais il n'y a plus d'entente formelle qui régit le programme. Puis ce texte de programme-là, ben, il est valable pour une durée de 3 ans. Ça permet également au ministère d'avoir des programmes qui sont plus harmonisés. Là. Donc, c'était comme un peu le dernier programme du ministère là, qui n'était pas sous ce format-là. Donc, on vient de l'harmoniser avec les autres programmes. On va entrer maintenant là, dans la structure du programme. J'attire votre attention là, dans un premier temps sur l'énoncé de vision du programme. C'est un objectif, en fait, on peut voir ça un peu comme l'objectif global, l'objectif ultime du programme. À travers ce programme-là, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est renforcer la capacité des éleveurs à atténuer de manière durable les impacts collectifs des problématiques de santé animale ou des problématiques de bien-être animal sur la santé des cheptels, la santé publique et la productivité des entreprises. Donc, ce qui est à retenir ici, je pense, c'est un peu un changement de vision au niveau de l'objectif du programme. C'est-à-dire qu'on veut vraiment axer sur la capacité des éleveurs. On veut doter les éleveurs des connaissances nécessaires, des outils nécessaires pour qu'ils soient en mesure d'atténuer l'impact des maladies. Donc, on n'a pas la prétention qu'avec un programme d'aide financière, on va réduire la prévalence des maladies ou qu'on va empêcher les animaux de tomber malades. Au contraire, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment, il y a énormément de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Fait que ce qu'on veut, par exemple, c'est s'assurer que les éleveurs, à travers leur relation avec leurs médecins vétérinaires, à travers l'accompagnement, sont en mesure d'adresser les problématiques quand elles se présentent, puis surtout de les prévenir pour qu'elles aient moins d'impact sur la santé de leurs animaux. Donc, vous voyez ici, là, on a un tableau qui présente la structure globale du programme. C'est un programme qui comporte 4 volets et 4 sous-volets.
Donc, ça, c'est de la terminologie de programme. Là, vous allez voir, on va utiliser, je vais essayer de vous définir un peu là, les termes là, à mesure, là, mais on parle maintenant de volets. Puis chaque volet a des objectifs spécifiques, puis des modalités de mise en œuvre spécifiques. Donc, le volet 1, c'est notre volet qui vise à appuyer la prestation de services vétérinaires, surtout en région, dans les régions éloignées du Québec ou dans les régions qui sont plus qui présentent des problématiques d'accès en matière de services vétérinaires. Il est divisé en deux sous-volets. Un premier sous-volet qui soutient l'activité et la rétention de la main-d'œuvre vétérinaire dans les régions ciblées. Et un deuxième sous-volet qui est un incitatif en faveur de la prestation de services vétérinaires. Donc, on va voir le détail de ces sous-volets-là tout à l'heure. Le volet 2 mise sur le développement de l'expertise des professionnels de la santé vétérinaire. Donc, ça, c'est un nouveau thème dans le programme. Le volet 3 appuie l'accessibilité des services vétérinaires en assumant une partie du coût du déplacement. Donc, on a parlé tout à l'heure du tarif visite ou du déplacement à la ferme. Donc, c'est notre volet 3. Et enfin, le volet 4 soutient l'adoption de bonnes pratiques, que ce soit par l'accompagnement individuel dans le cas du sous-volet 4.1 ou par l'accompagnement de groupes de producteurs dans le cas du volet 4.2. On va revoir là, tous ces sous-volets-là plus en détail. Mais avant, je voulais vous présenter un peu la logique derrière cette structure-là pour le programme. Dans le fond, chacun des volets vient soutenir la vision de la manière suivante. Le volet 1, dans le fond, vient s'assurer que les établissements vétérinaires qui sont vulnérables sont capables de recruter et de retenir de la main-d'œuvre pour offrir une prestation de service en continu dans toutes les régions du Québec. Le volet 2 vient faire en sorte que les médecins vétérinaires ont une compétence accrue et des outils pour offrir un accompagnement de qualité à plusieurs types de production, puis pour les thèmes aussi qui ont été ciblés dans le programme. Le volet 3, lui, s'assure que les frais de déplacement ne sont pas un facteur dissuasif pour le recours aux services vétérinaires, donc le fait d'amener le médecin vétérinaire à la ferme. Et le volet 4, bien, les éleveurs améliorent leurs connaissances grâce au volet 4. Donc, l'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, vient améliorer les connaissances des éleveurs, ce qui fait qu'ils sont mieux outillés pour ultimement réduire l'impact collectif des maladies animales sur la santé du cheptel, la santé publique et la productivité des entreprises. Donc, vous voyez un petit peu la logique derrière ces 4 volets-là. On va poursuivre avec le sous-volet 1.1. C'est un sous-volet qui vise à offrir une prestation de services vétérinaires auprès des exploitations agricoles dans chacune des régions du Québec. Vous allez voir un peu là, ce type de tableau-là, le tableau que vous voyez ici à droite, là, vous allez le revoir là, pour chacun des volets et sous-volets. Chaque fois, on va parler de demandeurs de projets, puis on va donner certaines précisions. Donc, les demandeurs, ce sont ceux qui demandent l'aide financière ou les bénéficiaires ultimes de cette aide financière-là. Dans certains cas, les demandeurs n'ont pas nécessairement de demande à faire. Là, je vais vous l'expliquer plus tard. Dans ce cas-ci, les demandeurs sont les cliniques vétérinaires dont l'IFEV est de 2, 3, 4 ou 5. Puis évidemment, bien, selon les IFEV, bien, le type de projet ou le type de dépense admissible va varier. Dans le cas des IFEV 2, en fait, ce qui est admissible, c'est la prime à l'embauche, alors que pour les 3, 4, 5, bien là, il va y avoir plus de projets qui sont admissibles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IFEV, c'est l'indice de fragilité des établissements vétérinaires. C'est un indice qu'on utilise depuis plusieurs années déjà pour attribuer l'aide financière dans les régions qui sont précaires en matière de services vétérinaires. Donc, c'est un indice qui est calculé annuellement, qui permet de catégoriser les établissements vétérinaires pour l'allocation de l'aide financière. Il est basé sur plusieurs variables qui peuvent influencer l'attractivité puis le maintien des médecins vétérinaires dans une région. Puis l'IFEV, en fait, il est communiqué par le ministère à tous les établissements vétérinaires qui sont concernés. Donc, si vous n'avez pas d'IFEV, c'est parce que vous êtes probablement un IFEV 1. Toutes les autres IFEV, normalement, ont déjà eu des communications en lien avec leur indice. Pour l'année 2025-26, à moins d'avis contraire, ça reste inchangé. On va vous communiquer quand même là, en début d'année, donc dans les prochains mois, on va vous communiquer l'indice de fragilité de votre établissement vétérinaire, mais prenez pour acquis qu'il est le même que l'an dernier. Le type de projet qui est admissible pour le sous-volet 1.1,
renforcer la capacité d'un établissement, devrait viser, dans le fond, à renforcer la capacité d'un établissement vétérinaire à attirer et à retenir la main-d'œuvre pour offrir une prestation de service en continu. Les projets doivent avoir je m'excuse, les projets doivent avoir des dépenses budgétées d'un minimum de 7 000 $. Puis le type de projet, là, ça va être par exemple l'embauche de personnel de soutien, donc que ce soit administratif ou TSA, des primes d'embauche ou de rétention pour un médecin vétérinaire, ce qu'on appelait l'aide financière pour la relève auparavant, l'achat d'équipements pour offrir un service à valeur ajoutée pour la clientèle, un nouveau service, de l'aide temporaire, par exemple, d'un établissement vétérinaire distant qui pourrait venir donner un coup de main ou du remplacement de vacances, par exemple. Donc, on a ici un peu de précision sur l'aide financière. Le taux d'aide financière est de 50 ou 75 des dépenses admissibles selon le projet jusqu'à un maximum de 150 000 $, donc par projet, par établissement, vétérinaire demandeur. Puis là, je me dis 150 000 par projet, mais c'est 150 000 par année financière. Puis, en fait, sur la page web, toutes les informations vont être là, toutes les informations vont être disponibles. C'est déjà le cas. Les formulaires vont être disponibles sous peu, dans les prochains jours. Donc, il va y avoir des formulaires à compléter. C'est exactement la même chose que ce qu'on faisait, ce qu'on avait auparavant là, avec le volet là, pour l'aide aux régions. Donc, on complète un formulaire de demande d'aide financière, on décrit le projet, les dépenses qui sont incluses dans le projet, puis on soumet le projet. À noter que les dépenses antérieures à l'approbation sont non admissibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer des dépenses tant qu'on n'a pas donné notre accord sur l'aide financière, à l'exception des frais de rémunération de l'équipe de soutien, qui, elles, sont admissibles à partir du 1er avril, évidemment, parce que ce sont des dépenses là, qui sont courantes et qui continuent de rouler à l'année longue. Donc, le volet 1.2, c'est un volet qui vise à renforcer la prestation de services vétérinaires auprès des exploitations agricoles qui ont une problématique d'accès aux services vétérinaires. Donc, les demandeurs admissibles pour ce sous-volet-là, c'est les établissements vétérinaires. Cette fois-ci, ce n'est pas spécifique aux IFEV 2, 3, 4 ou 5. On va voir des précisions un peu plus bas. Le type de projet, c'est en fait une prestation de service vétérinaire d'une durée minimale de 15 minutes fournie par un médecin vétérinaire auprès d'une exploitation agricole qui a un problème d'accès aux services vétérinaires. On définit deux situations où il y a un problème d'accès. La première, c'est tous les producteurs ou les établissements qui sont desservis par une clinique vétérinaire qui a un IFEV 4 ou 5. Puis, en fait, ça inclut tous les relevés qui sont faits, que ce soit à la ferme ou en télémédecine. Donc, ça, c'est le premier type de projet qui va être admissible au sous-volet 1.2. Et puis, le deuxième type de projet, c'est tous les relevés avec un déplacement à la ferme qui sont faits auprès d'une exploitation agricole dans certaines régions, peu importe l'IFEV de la clinique. Évidemment, parce que vous voyez, il y a par exemple l'île aux grues. Ben, les cliniques qui vont aller à l'île aux grues n'ont pas nécessairement un IFEV de 4 ou 5. Donc, ça n'est pas en fonction de l'IFEV de la clinique, mais bien en fonction de la localisation des exploitations qui sont visitées. Donc, c'est ces trois régions-là. Puis vous allez voir les tarifs là, sur la diapositive suivante. Cette aide financière-là est attribuée selon les relevés qui sont transmis au ministère, évidemment. Et puis, il n'y a pas de procédure supplémentaire pour bénéficier de l'aide financière. Donc, il suffit de transmettre les relevés au ministère. Puis, à chaque fois qu'on va avoir un relevé qui est fait pour une de ces régions-là, on va verser, dans le cas de la prime pour l'île aux grues, l'île aux coudres et la Côte-Nord, on va le verser directement sur le bordereau, donc en même temps que les relevés. Dans le cas de la prime pour les établissements 4 ou 5, on va la verser de manière trimestrielle, c'est-à-dire qu'on va compiler les relevés qui sont faits dans les établissements 4 et 5, puis on va verser un montant à chaque trimestre. Puis je vais mentionner aussi que pour les établissements 4 et 5, c'est peu importe le médecin vétérinaire qui fait le relevé. Donc, le relevé doit être fait par l'établissement auprès de la clientèle de l'établissement, mais si c'est un vétérinaire distant, par exemple, qui vient faire du remplacement, il va générer la même prime quand il va faire des relevés. Donc, vous avez le détail ici.
Auprès des exploitations agricoles qui sont desservies par un établissement 4 ou 5, à chaque relevé qui est fait, on va avoir une somme additionnelle de 500 pour les 50 premiers relevés, puis de 51 à 1500 relevés, c'est 225 qui va être accordé. Au-delà de 1500, il n'y a plus de prime incitative. Puis auprès des exploitations agricoles situées dans une région difficile d'accès, donc les trois régions que vous avez ici, 76, 458 pour les lots grues et 138 pour la Côte-Nord, peu importe le nombre de relevés qui sont faits, c'est-à-dire que si un médecin vétérinaire va faire un voyage sur la Côte-Nord, fait 2 relevés, bien, ça va être 2 fois 138. Donc, il y a pas, ce n'est pas une seule fois par déplacement, là. Même chose pour un déplacement, par exemple, à l'île aux grues. S'il y a 3 producteurs qui sont visités, bien, ça va être additionné sur les 3 relevés. Il va y avoir le montant de 458. Puis, en fait, les deux sommes ne sont pas exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles pourraient être attribuées toutes les deux. Là. Par exemple, là, la somme pour l'IFEV 4-5, puis la somme pour la Côte-Nord pourrait s'additionner sur un même relevé. Donc, ça complète le volet 1 avec les sous-volets 1.1 et 1.2. On serait rendu au volet 2, qui est un nouveau volet qui vise le développement de l'expertise des professionnels de la santé vétérinaire. On vise à accroître ici l'expertise des professionnels de la santé vétérinaire en déployant des outils et des formations. Les demandeurs admissibles à ce volet-là, il y en a plusieurs, des OBNL, des centres de recherche, des centres d'expertise, des établissements d'enseignement, des associations de médecins vétérinaires, des établissements vétérinaires ou des médecins vétérinaires solo. Puis, le type de projet, en fait, c'est de la formation continue, par exemple, développement d'outils, de la diffusion d'informations sur des avancées scientifiques, tout ça en lien avec les thématiques du volet 4.1 et les espèces admissibles, évidemment, là, qu'on va voir un petit peu plus tard dans le volet 3 et dans le volet 4.1. Donc, par exemple, on pourrait développer une formation sur le bien-être animal, on pourrait développer un module d'évaluation de risque, par exemple, dans le logiciel Vigilvet, un guide d'utilisation des médicaments vétérinaires, un arbre décisionnel. Donc, tout ça, ce serait des projets qui sont admissibles tant qu'ils viennent faire un lien avec les thématiques du volet 4.1 et qu'elles concernent les espèces admissibles. Donc, c'est un volet qui va fonctionner par appel de projet, encore une fois. Donc, il va suffire de remplir le formulaire de demande d'aide financière et puis de soumettre le projet au ministère. On va avoir des taux d'aide financière d'à peu près de 80 des dépenses admissibles, sans excéder 30 000 par projet, mais ça prend un minimum de 2 000 par projet. Et puis, les projets vont être déposés en continu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va ouvrir la période de dépôt dans les prochains jours, les prochaines semaines, quand les documents vont être complétés, on va ouvrir la période de dépôt, puis là, bien, ça va pouvoir être déposé en continu jusqu'au 15 décembre 2027. Puis tous les projets vont devoir être achevés là, au 15 février 2028 en vue de la fin du programme, qui est le 31 mars 2028. Donc, on va traiter les demandes à mesure qu'elles rentrent, puis les demandes admissibles vont faire l'objet d'une analyse, puis vont faire l'objet éventuellement d'une aide financière. Donc, je vous invite pour les intéressés, là, ceux qui sont intéressés par ce volet-là, vous pourrez vous référer à la page web, puis au texte de programme pour connaître les détails sur les projets admissibles, les dépenses admissibles, puis les modalités d'application de ce volet-là. Ce qui nous amène au volet 3. Le volet 3 vise à contribuer à l'accessibilité universelle aux services vétérinaires en finançant le déplacement du médecin vétérinaire vers le site d'une exploitation agricole. Dans ce cas-ci, les demandeurs, c'est les exploitations agricoles. Par contre, vous allez comprendre, là, quand on va discuter un peu plus de la méthodologie, c'est dans la continuité de ce qui se faisait dans le volet déplacement ou visite là, du programme ASAC. Donc, les exploitants agricoles n'ont pas à faire une demande d'aide financière. C'est fait de manière implicite. À partir du moment où le médecin vétérinaire soumet un relevé avec un déplacement, puis que le relevé est admissible, on va payer le déplacement ou la portion du ministère liée à ce déplacement-là. Puis, automatiquement, on va rembourser le médecin vétérinaire qui, lui, va recevoir cette aide financière-là au nom de son producteur agricole. Donc, c'est l'équivalent de ce qui se passait dans le programme ASAC. Par contre, pour nous, c'était quand même c'était logique d'identifier le demandeur comme étant l'exploitation agricole, puisque c'est le bénéficiaire ultime de l'aide financière. Les projets qui sont admissibles au volet 3
ce sont les déplacements d'un médecin vétérinaire sur un site d'élevage qui résultent en une prestation de service d'une durée minimale de 15 minutes. Donc, c'est important qu'il y ait un 15 minutes de tarif horaire sur le relevé. Sinon, ce ne sera pas admissible à ce volet-là et le ministère ne remboursera pas le déplacement. Puis le 15 minutes, ce n'est pas obligé d'être un 15 minutes qui est admissible au volet 4.1. Ça peut être un 15 minutes qui serait une activité non admissible. Il faut juste qu'il y ait un minimum de 15 minutes de temps horaire. Pour bénéficier de l'aide financière, le médecin vétérinaire doit s'inscrire au programme, remplir un relevé, soumettre son relevé au ministre avant la fin du mois suivant la date du déplacement. C'est la même chose qu'avec le programme ASAC. Donc, on a jusqu'à la fin du mois suivant la date où le déplacement a été effectué pour transmettre nos relevés. Le déplacement doit avoir lieu entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Et il y a un maximum de 52 déplacements admissibles par exploitation agricole, par exercice financier. C'est donc le plafond de visite qui a déjà été présent dans le programme ASAC, qui revient là, dans ce volet-là. Donc, un maximum de 52 déplacements par producteur, donc par NIM, par année. En ce qui concerne l'enregistrement, les médecins vétérinaires qui sont inscrits en ce moment à l'ASAC ou au PISAC et donc qui ont un NIM et qui peuvent se connecter à Flora puis aller déposer des relevés, vous êtes considérés comme inscrits. Mais on va vouloir renouveler cette inscription-là pour faire les choses en bonne et due forme avec le nouveau programme. Donc, il va y avoir une période d'inscription qui va être ouverte au cours des prochaines semaines. Le formulaire d'inscription va être mis en ligne. Puis, on va faire des communications via les moyens de communication habituels, que ce soit via les associations, avec les adresses courriels des médecins vétérinaires qu'on a dans notre système, pour vous inviter à aller remplir le formulaire d'inscription et à le transmettre au ministère. Puis, on va avoir une période de dépôt là, dans laquelle on va vouloir que les inscriptions se fassent. Donc, on va vous aviser là, par différents moyens là, quand ce sera fait. J'en profite pour vous mentionner que si vous allez sur la page web, tout en bas de la page web du programme PISAC, vous pouvez vous inscrire à une infolette. Donc, je pense que pour être au courant de toutes les nouveautés sur le programme, pour être au courant de ce genre d'exercice-là, par exemple, pour l'inscription des médecins vétérinaires, ben, je vous encourage à vous inscrire là, à l'infolette. Je continue avec le volet 3. Donc, les espèces admissibles pour le volet 3, c'est les mêmes espèces qui étaient admissibles pour le programme ASAC. Donc, je ne vais pas passer à travers ce paragraphe-là, mais c'est exactement le même. Vous pourrez vous y référer là, ultérieurement là, quand la présentation sera disponible. Ça va être aussi là, disponible sur la page web puis dans le texte de programme. Vous avez ici les tarifs qui sont prévus pour le volet 3. Donc, au niveau des déplacements réguliers, c'est-à-dire entre 8h et 16h, donc équivalent de ce qu'on faisait avec le programme ASAC. Donc, les déplacements réguliers pour les premiers 25 km, le tarif pour l'éleveur est de 41,20. Le gouvernement contribue à la hauteur de 33 $. Puis les kilomètres suivants sont rémunérés à 3,30 $ du kilomètre. Pour les déplacements en urgence, vous avez les tarifs ici. Donc, on contribue moins au niveau des déplacements en urgence. 5 $ pour le gouvernement, 108 pour l'éleveur, 108,51 $. Et le déplacement en urgence est rémunéré pour les kilomètres suivants, après 25 km, à 4,95 $ du kilomètre. Ces tarifs-là sont indexés à 2 %, à la hauteur de 2 % là, à chaque nouvelle année financière. Donc, ce que vous voyez là, c'est les tarifs pour l'année en cours ou qui va débuter demain. Donc, c'est les tarifs là, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. À partir du 1er avril 2026, tous ces tarifs-là vont être indexés de 2 %. Il y a aussi une mention tout en bas là, de problématiques de santé animale prioritaire. Je vais vous les définir ça un petit peu plus tard, mais en attendant, c'est juste pour vous mentionner que dans ces cas-là, qui sont des exceptions, on a une possibilité de bonification de l'aide financière pour le volet 3 à la hauteur de 41,20, ce qui veut dire que pour l'éleveur, le déplacement, dans ces cas-là, serait 100 % remboursé, donc 100 % soutenu là, par l'aide financière du ministère, serait sans frais. J'en profite aussi pour faire un petit rappel concernant 2 règles qui s'appliquent au déplacement dans le cadre du programme ASAC actuel, mais qui vont aussi s'appliquer au volet 3 du PISAC.
La première règle, c'est, on pourrait l'appeler la règle du 250 km. Lorsque la distance parcourue par un médecin vétérinaire est supérieure à 250 km, les frais de déplacement sont calculés en fonction de la distance une seule fois par période de 7 jours, en fonction de cette distance-là. C'est-à-dire qu'on va payer une seule fois un déplacement de 250 km et plus dans une période de 7 jours. Les déplacements consécutifs dans cette période de 7 jours-là, qui sont au-delà de 250 km, vont être payés au tarif 0,25. Ensuite, la deuxième règle que je voulais vous rappeler, lorsque la distance parcourue par le médecin vétérinaire est supérieure à 55 km et qu'il y a un établissement vétérinaire qui est situé plus près de l'exploitation agricole, qui dispose d'un médecin vétérinaire qui peut intervenir sur l'espèce animale, j'insiste sur l'espèce animale qui fait l'objet de la visite, le ministre n'assume que la partie des frais qui correspondent au montant qui aurait été payé pour le médecin vétérinaire se trouvant le plus près. Autrement dit, si vous faites plus que 55 km, qu'il y a un vétérinaire plus près de votre client ou du client que vous allez visiter, puis qui est disponible pour l'espèce qui fait l'objet de la visite, bien, on va payer la distance du vétérinaire le plus près qui est disponible. Puis ça concerne uniquement l'espèce. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas alléguer cette règle-là et dire, par exemple, que le vétérinaire qui est plus près ne fait pas certains actes. Donc, ce n'est pas une règle qui concerne les actes, c'est une règle qui concerne uniquement l'espèce animale. Donc, si le médecin vétérinaire a coché dans son dossier ou dans son inscription au programme qui fait du bovin de boucherie ou du bovin laitier, par exemple, peu importe l'acte que vous allez aller faire, si c'est du bovin, ben, vous allez être coupé à la distance du vétérinaire le plus près. Donc, c'est la même chose pour le PISAC. C'est exactement ce qu'on appliquait dans le cadre du programme ASAC. Il y a des exceptions. Il y en a deux. La première, c'est les services qui sont prodigués aux espèces animales que vous voyez là. Porcins, aviaires, lapins, abeilles, insectes comestibles et animaux d'aquaculture. Dans ces cas-là, on va toujours payer la pleine distance. Donc, sous réserve de la règle du 250 km, mais pour toutes les distances qui dépassent 55 km, on n'ira pas vérifier s'il y a un vétérinaire plus proche. On va payer la distance qui est parcourue. Également, il y a une exception pour les services qui sont offerts dans le cadre d'une entente de collaboration. Puis quand on parle d'entente de collaboration, c'est la même chose qui s'appliquait déjà dans le programme actuel, c'est-à-dire l'établissement le plus près doit être un établissement qui a un IFEV 2 ou plus. Et puis, ces deux établissements-là ont signé ou ont convenu de collaborer ensemble, de partager leur territoire. Et ils ont avisé le ministère de cette collaboration-là. Donc, on a besoin d'avoir une preuve de la collaboration. Puis dans ce cas-là, ben, on va payer la pleine distance parce que c'est une entente qui vise à soutenir l'offre de services vétérinaires pour un établissement qui est considéré comme plus fragile, donc celui qui a un IFEV 2 ou plus. Donc, j'espère que ces règles-là sont bien claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous les poser peut-être à la fin de la présentation. Donc, ce qui nous amène au volet 4.1, c'est notre volet qui vise à accroître l'adoption de bonnes pratiques par un accompagnement individuel offert aux éleveurs par des professionnels de la santé vétérinaire. Puis là, ça fait 2 fois que je mentionne le professionnel de la santé vétérinaire. C'est intentionnel. En fait, là, on voulait s'assurer qu'on ouvrait la porte à d'autres types de professionnels pour faire certaines activités. Donc, en fait, les activités d'accompagnement. Ce n'est pas le cas dans le volet 3, mais dans le volet 4.1, pour les activités d'accompagnement, l'accompagnement peut être fait par un médecin vétérinaire ou toute autre personne qui est visée par le règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l'exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés donc par des classes de personnes autres que les médecins vétérinaires. Donc, autrement dit, le règlement sur les actes délégués de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Donc, à partir du moment où ce professionnel-là agit sous la supervision d'un médecin vétérinaire qui est en règle avec ce règlement-là, ben, ce professionnel-là pourrait faire de l'accompagnement dans le cadre du volet 4.1. Ce sera toujours le médecin vétérinaire qui va devoir soumettre le relevé. Ce sera toujours le médecin vétérinaire qui sera responsable de l'activité qui a été faite et d'en répondre auprès du ministère, mais il peut déléguer ces activités-là, puis ajuster le tarif horaire, évidemment, en conséquence.
Le demandeur au volet 4.1, encore une fois, c'est les exploitations agricoles, comme dans le cadre du volet 3. Évidemment, vous comprenez que le producteur n'aura pas de démarche à faire non plus. C'est le médecin vétérinaire là, qui va aller percevoir son aide financière, comme ce qu'on fait actuellement dans le cas du programme ASAC. Donc, le type de projet, c'est tout ce qui est accompagnement individuel d'un éleveur par un professionnel de la santé vétérinaire entre le 1er avril 2025, donc demain, et le 31 mars 2028, durant les heures régulières. Donc, l'accompagnement qui serait fait durant les heures supplémentaires ne sera pas admissible, évidemment. Puis, on vient introduire un format qui est plus flexible. On va le voir un petit peu plus loin. Des thématiques, beaucoup plus de thématiques admissibles pour l'accompagnement. Puis les taux d'aide vont varier entre 50 et 90 donc ce soit 50 ou 90 selon la thématique d'accompagnement. Puis un plafond par producteur par année de 2 000 d'aide financière. Encore une fois, les espèces admissibles sont les mêmes que dans le programme ASAC, donc je ne vais pas repasser à travers ces paragraphes-là en détail. Ici, on a voulu faire un comparatif un peu là, des campagnes PISAC et du nouveau volet 4.1 pour expliquer un peu qu'est-ce qui diffère, pourquoi on parle d'une mise en œuvre plus souple. Au niveau du format des campagnes PISAC, vous le savez, là, on avait un format qui était imposé, c'est-à-dire la visite devait durer 2 heures et quart, par exemple, pour un formulaire X, pour un thème X. Il y avait aussi là, un nombre défini de visites par formulaire qui était possible. Puis par campagne, il y avait une séquence qui était définie, c'est-à-dire que souvent, on avait une, deux ou trois visites dans une campagne. La première visite devait être faite avant la deuxième. Si on recevait la deuxième avant la première, ce n'était pas admissible. On avait droit, par exemple, à une seule visite par année. Donc, tout ça, c'était très cadré. Quand on arrive dans le volet 4.1 du PISAC, on n'a pas ces notions-là. Donc, on s'adapte aux besoins de l'éleveur. Ça s'intègre aux activités du médecin vétérinaire parce que vous allez tout simplement facturer à même vos factures habituelles des codes qui vont correspondre à des thèmes puis à des taux d'aide financière. Puis là, ben, vous allez pouvoir intégrer ça dans vos activités. Donc, ça va être beaucoup plus facile de dire je me présente à la ferme pour faire un acte déterminé, puis j'en profite pour faire, par exemple, 15, 20, 30 minutes d'accompagnement sur un thème parce que ça vient sur le sujet, parce qu'on a le temps, par exemple. Mais vous pouvez aussi déterminer d'une structure puis planifier votre accompagnement. D'ailleurs, le ministère va suggérer une structure, donc on va vous partager des documents qui vont vous aider à un peu à voir comment vous pourriez aborder l'accompagnement des différentes thématiques. Donc, on va vous suggérer de la structure, mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette structure-là. Ça vous regarde, puis ça regarde aussi votre clientèle. Le tarif des campagnes PISAC était financé à 100 vous le savez. Dans le cadre d'un programme normé, ce n'est pas une chose qui est possible. Donc, on va avoir un tarif à la visite à débourser du côté du producteur, qui est 41,20 si c'est fait à la ferme, si c'est fait en téléconsultation, mais là, ça ne s'appliquera pas. Puis le tarif horaire va être financé soit à 50 ou à 90 puis au niveau de la charge administrative, ben, on l'a entendu beaucoup. Les médecins vétérinaires, vous aviez à compléter des formulaires qui étaient peut-être des fois un peu exhaustifs, transmettre ces formulaires-là par un autre mode de transmission que les relevés. Donc, ça n'a pas été conservé dans le futur programme. Tout ce qu'on va vous demander, c'est votre relevé d'honoraires habituel et une tenue de dossier standard, c'est-à-dire des notes de consultation que vous allez prendre par rapport à qu'est-ce qui a été abordé, quelles sont les recommandations, quels sont les constats, puis les suivis à faire, par exemple, en lien avec cet accompagnement-là. Donc, on verra un petit peu plus de détails plus tard là, sur cette tenue de dossier-là. Donc, essentiellement, le producteur discute avec son médecin vétérinaire de ses besoins en matière d'accompagnement, reçoit son accompagnement de la part soit du médecin vétérinaire ou d'un TSA dans un contexte de délégation d'actes, reçoit son relevé d'honoraires qui établit là, la part du coût qui est assumée par le producteur et celle qui est assumée par le ministère en fonction des taux d'aide financière prévus au programme. Puis le producteur ne paie que sa partie, donc la partie qui lui est attribuée. Puis le médecin vétérinaire va collecter l'autre partie directement au ministère en guise d'aide financière destinée au producteur. Du côté du médecin vétérinaire, en fait, le médecin vétérinaire doit s'inscrire au PISAC. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes inscrit actuellement à la ZAC ou au PISAC et que vous avez un IM,
on vous considère comme inscrit, mais on va renouveler cette inscription-là dans les prochains mois. Définit avec son éleveur ses besoins en matière d'accompagnement, puis la structure qu'ils veulent donner à cet accompagnement-là. Obtient le consentement de son éleveur pour recevoir l'aide financière et la déduire de sa facture. Donc, c'est important que le producteur soit au courant que le médecin vétérinaire collecte l'aide financière en son nom, fait l'accompagnement ou le délègue, soumet son relevé vétérinaire au ministère, puis indique sur son relevé l'activité qui a été réalisée, le code du thème, puis l'activité qui a été réalisée dans le champ diagnostic clinique, puis il fait sa tenue de dossier, donc avec les différents thèmes là, de tenue de dossier, puis répond à une question obligatoire qui va être ajoutée dans votre logiciel de facturation. Donc, on sait que ce ne sera pas disponible tout de suite. Dans le cas de certains logiciels, du moins, là, je sais que pour VetExpert, là, ce ne sera pas disponible là, dans les premiers mois du programme, puis c'est correct, on n'aura pas, on va pas taper sur les doigts de personne là, pour ça. Donc, on est au courant que ça va arriver un petit peu plus tard, mais dès que ça sera disponible, on va recevoir cette tenue de dossier-là. D'ici là, on s'attend quand même à ce que les médecins vétérinaires fassent une tenue de dossier. C'est ce qui est attendu dans le cadre du programme. Puis je pense que de toute façon, c'est standard selon les normes de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, mais on ne s'attend pas à le recevoir tant que la fonctionnalité ne sera pas intégrée au logiciel. Puis quand on va les recevoir, ben, l'objectif de cette tenue de dossier-là, ce n'est pas de porter un jugement sur un producteur précis ou sur ce qui a été fait par le médecin vétérinaire. Le but, c'est d'agréger les données puis de les analyser de manière agrégée. Donc, on vous demande là, d'être le plus honnête possible là, dans ce que vous allez mettre dans votre tenue de dossier, puis d'y répondre de manière régulière aussi là, à chaque fois que vous faites de l'accompagnement. Les domaines, les thèmes excusez-moi, les thèmes qui sont admissibles à l'aide financière, ils sont divisés en deux domaines d'intervention. Le premier, c'est les pratiques d'élevage. Donc, ça regroupe les thèmes biosécurité, bien-être, usage judicieux des médicaments et télémédecine, qu'on va voir sur la prochaine diapositive. Donc, biosécurité, c'est le code BIO, c'est subventionné à 90%. Tout ce qui est sensibilisation sur l'importance de la biosécurité, révision des pratiques recommandées, c'est des choses que vous allez voir là, dans les autres thèmes aussi. Donc, révision de pratiques, évaluation des mesures de biosécurité, élaboration d'un plan de biosécurité ou d'une procédure normalisée, par exemple, qui est liée à la biosécurité. Je pense aux producteurs laitiers, Proaction, mise à jour des plans de biosécurité, des procédures normalisées, ça rentre là-dedans. Même chose pour le bien-être. Donc, bien-être et sécurité, BEA, 90% d'aide financière. On parle de sensibilisation, encore une fois, révision des exigences des codes de pratique, puis suivi de leur mise en œuvre. Puis également, là, tout ce qui concerne là, les pratiques d'euthanasie respectant le bien-être animal. Donc, l'enseignement de ces pratiques-là, c'est une thématique qui était déjà dans les campagnes PISAC, donc on l'a maintenu là, dans le volet 4.1. Le thème sur l'usage judicieux des médicaments, là, il vise vraiment la sensibilisation puis la révision des principes généraux, des concepts liés à l'antibiorésistance et à l'usage judicieux des médicaments, que ce soit des antibiotiques ou d'autres médicaments. Là. Ça inclut tous les médicaments. On va aussi aller là, dans ce thème-là, évaluer, faire le suivi des médicaments qui sont utilisés dans l'élevage, faire le bilan, par exemple, à l'aide de différents outils qui sont disponibles. Là. Par exemple, on peut faire un bilan de l'usage des antibiotiques, un comparatif. On va faire aussi des recommandations qui concernent les pratiques recommandées en lien avec l'usage judicieux des médicaments, puis le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Puis en télémédecine, ici, on est à 50%. Puis là, ben, ce n'est pas la mise en application de la télémédecine, c'est vraiment la sensibilisation sur les usages de la télémédecine, puis l'enseignement du fonctionnement de la télémédecine. Donc, comment fonctionnent les outils, comment fonctionne la saisie de données, comment fonctionne, en fait, on peut enseigner aussi les gestes techniques que l'éleveur peut faire pour faciliter l'utilisation de la télémédecine, puis le travail du médecin vétérinaire qui est à distance. Donc, c'est dans la continuité de la campagne télémédecine actuelle pour ceux qui la connaissent. On a aussi un code VIG pour les modules VigilVet. Donc, tout ce qui est utilisé comme module VigilVet pour accompagner les activités d'accompagnement, c'est subventionné à 50%. Ensuite, on change de domaine d'intervention, puis on tombe dans la gestion du risque en lien avec une problématique de santé animale ciblée. Là, on va être beaucoup plus appliqué, puis vous allez voir que les taux d'aide financière sont conséquents, donc sont à 50% au lieu de 90%. Dans un premier temps, le thème sur les problématiques de santé entraînant un usage non judicieux de médicaments. En fait, là, on veut réaliser un bilan sanitaire, par exemple, et on veut identifier des problématiques
qui génèrent une utilisation non souhaitable de médicaments pour les prendre en charge. Fait que là, on ne parle pas là, ici là, de traiter des maladies. Là, on parle vraiment de il y a un enjeu, une maladie infectieuse qui cause des problématiques de manière répétitive dans un élevage, qui cause une utilisation qui est non souhaitable de médicaments. Puis on veut investiguer cette problématique-là. Donc, on va avoir même une investigation diagnostique. La démarche clinique diagnostique est inclus, la prise d'échantillons, le suivi des résultats avec le producteur. Les analyses de laboratoire, c'est à part. C'est vraiment là en fonction de la programmation du laboratoire. Ensuite, tout ce qui est description de la maladie, sensibilisation, les facteurs de risque, évaluation, mise en place d'un plan d'action. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans le concret pour une problématique de santé qui est récurrente dans un élevage. Ensuite, il nous reste deux thématiques dans le domaine d'intervention, gestion du risque en lien avec une problématique de santé animale ciblée. Donc, la thématique problématique de santé représentant un risque pour la productivité. Là, on est beaucoup plus dans des maladies à connotation économique, donc financées à 50 %. Donc, on est par exemple dans la sensibilisation. Donc là, on n'est pas dans la prise en charge de ces maladies-là. Donc, on vient sensibiliser sur certaines maladies qui ont une incidence sur la santé économique. Donc, faire de l'enseignement sur ces maladies-là, puis sur l'importance de les prendre en charge, mais on n'est pas dans la prise en charge. Puis ces maladies-là, elles sont listées dans le guide d'accompagnement qui est disponible sur le site Web. Donc, pour chaque secteur, on a ciblé des maladies. Par exemple, la leucose dans le secteur bovin laitier, qui était un thème des campagnes PISAC, ben, elle s'y retrouve. Il y a aussi l'accompagnement pour la participation à un programme d'assainissement admissible. Il y en a deux, en fait, Medivicina et arthrite encéphalite caprine dans les secteurs là, des petits ruminants. Donc, c'est admissible aussi à de l'aide financière de 50 %. Et enfin, les problématiques de santé qui représentent un risque important pour la santé publique ou la santé du cheptel, c'est à 90 %. Puis, on est encore une fois, là, surtout dans la sensibilisation pour les maladies émergentes, qui sont une menace importante pour le cheptel. Encore une fois, on a une liste de maladies qui est disponible dans le guide d'accompagnement. Sensibilisation sur les maladies zoonotiques, qui sont également listées dans le guide. Prise en charge d'une problématique d'avortement dans un élevage de petits ruminants, c'est aussi admissible dans tous les cas à 90 %. C'est la suite de ce qu'on avait dans le programme PISAC, dans les campagnes PISAC actuelles. Prise en charge d'une problématique de mortalité anormale et démarche diagnostique dans un élevage de volailles sans quota, dans un élevage apicole ou dans une pisciculture. Donc, tout ça est admissible à une aide financière de 90 %. Puis, on est vraiment dans la prise en charge pour ces secteurs-là, qui sont des secteurs beaucoup plus mineurs, puis qu'on veut supporter là, à plus forte raison. Un petit mot sur les problématiques de santé animale prioritaires. Ce sont des problématiques qui présentent un risque important pour la santé publique ou la santé des cheptels. Elles sont admissibles à une bonification dans le volet 3 de 41 et 20, donc une visite gratuite, et dans le volet 4.1 d'une bonification de 10 %, donc ce qui les amène à 100 % d'aide financière. Pour ces problématiques-là, en fait, il y en a trois. Il y a trois activités là, qui sont admissibles dans les problématiques de santé animale prioritaire. C'est la participation au programme québécois d'attestation sanitaire des exploitations piscicoles productrices de salmonidés. Donc, tout ce qui est l'appui, le médecin vétérinaire qui appuie un producteur pour la participation à ce programme-là est admissible à un financement de 100 %. Les problématiques de santé animale qui nécessitent une enquête épidémiologique et celles qui nécessitent une gestion du risque zoonotique. Pour ces deux-là, en fait, généralement, la demande va venir du ministère, ou en tout cas, il va y avoir des discussions entre le ministère et le médecin vétérinaire pour mener une enquête. Puis donc, la procédure va être fournie directement au médecin vétérinaire. Puis ce sont des relevés qui sont soumis là, de façon à part. Donc, il n'y a pas un code de facturation, ils sont soumis à part. Généralement, sont faits à la main puis sont transmis par courriel, mais le cas échéant, on transmet la procédure au médecin vétérinaire.
Juste un petit comparatif, là, je vais passer quand même rapidement là-dessus parce que je ne veux pas manquer de temps pour les questions. Pour vous aider un peu à voir comment la logique, comment on peut transposer les campagnes PISAC vers des campagnes ou vers les thématiques du volet 4.1. Donc, par exemple, on peut penser à la campagne 6 qualité du lait, glande mammaire chez les petits ruminants. Ben, ça va tomber dans le thème biosécurité. Fait que tout ce qui est hygiène et pratique de traite, dans le guide d'accompagnement, vous allez voir ça, c'est bien défini. Donc, c'est admissible, ça fait partie des activités qu'on peut faire dans le thème biosécurité. Euh, pour ce qui est de la résistance immunitaire dans le vache-veau, donc on abordait là, les thèmes comme le transfert d'immunité passive, la vaccination, fait qu'on est vraiment en lien avec les bonnes pratiques d'utilisation des médicaments, tout ce qui favorise l'immunité puis qui diminue la nécessité de recourir à des médicaments, ou en tout cas qui est une solution de rechange à l'utilisation d'antibiotiques, par exemple, comme la vaccination, mais ça va venir entrer là, dans ces thématiques. Euh, si on parle de la campagne 11, par exemple, des maladies infectieuses et utilisation judicieuse des antibiotiques chez le bovin laitier, bien là, à ce moment-là, on va tomber dans la thématique usage judicieux des médicaments. Si on est sur la sensibilisation ou sur l'aspect antibiorésistance ou bonne pratique d'utilisation des médicaments, puis si on tombe dans l'investigation d'une maladie, bien, ça va être la thématique à 50 qui est problématique de santé entraînant une utilisation non judicieuse des médicaments. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à voir là, comment on transpose l'un dans l'autre. Également, là, je voulais peut-être vous donner un peu des lignes directrices sur qu'est-ce qui est admissible dans les différentes activités. L'esprit derrière ce volet-là, c'est vraiment d'accompagner le producteur, tout ce qui permet d'améliorer les pratiques de l'éleveur en matière de santé et bien-être animal. Généralement, ça va être admissible. Fait qu'on parle de sensibilisation, d'éducation, de formation, d'évaluation de pratiques, de protocoles, de facteurs de risque, des audits, par exemple, la réalisation de bilans, la formulation ou la révision de recommandations, le suivi de mise en œuvre de recommandations, tout ce qui est par contre investigation diagnostique d'une problématique précise, ben, de manière générale, ce ne sera pas admissible, sauf si c'est dans le cadre de l'utilisation judicieuse des médicaments. Généralement, ce qui ne sera pas admissible, examen physique ou démarche diagnostique, sauf si mention contraire, tout ce qui est intervention chirurgicale, traitement, mise en œuvre d'une procédure. Fait que la vaccination des animaux, ce n'est pas admissible. Le développement d'un protocole de vaccination ou la révision d'un protocole, oui, mais pas la mise en œuvre, ni la mise en œuvre d'un protocole ou d'un plan. Donc, on est beaucoup plus dans la réflexion, puis dans l'élaboration de ces plans-là. Tout ce qui est gestes techniques, le parage d'onglons, par exemple, le suivi de reproduction, ce n'est pas admissible. Puis tout ce qui est accompagnement, évidemment, qui est effectué en dehors des heures régulières. Donc, il faut vraiment focuser sur l'objectif général qui est de renforcer la capacité des éleveurs euh, en lien avec le contrôle des maladies animales. Donc, vous allez trouver sur la page web, puis ça va se bonifier au cours des prochaines semaines, là, mais vous allez trouver un guide d'accompagnement sommaire pour le moment qui vient un peu définir rappeler ce que je vous ai dit aujourd'hui. Fait que les différentes thématiques, c'est quoi les objectifs qui sont différents derrière les différentes thématiques, puis les activités qui sont admissibles. Ce guide-là va s'étoffer dans les prochaines semaines, puis on va vous proposer plus une démarche d'accompagnement pour chacune des thématiques. Puis on va aussi vous proposer des outils, donc des références, des procédures, des gabarits, des documents, un peu les choses qui avaient été développées dans le cadre des programmes PISAC qu'on va retrouver sur la page web, puis qui vont être bonifiés là, en fonction des projets qui sont réalisés dans le volet 2 notamment, là, donc le volet qui vise à développer justement des outils pour les médecins vétérinaires. Au niveau des analyses de laboratoire, en fait, on a eu là, beaucoup de questions là-dessus, mais les analyses de laboratoire qui étaient disponibles dans le cadre des campagnes PISAC, elles sont toujours disponibles à l'heure actuelle. C'est un exercice, c'est le laboratoire de santé animale qui est responsable de sa programmation, donc de sa liste de programmes qui bénéficient d'aide financière.
Donc, il s'agit d'aller voir la page web du LSA parce que la programmation analytique est en cours de révision. Donc, ça pourrait changer dans les prochaines semaines. De manière globale, là, je vous dirais que tout ce qui était admissible risque de le demeurer. Mais quand même, là, je vous invite à aller consulter la page web puis à vérifier qu'est-ce qui est disponible pour les différentes espèces animales. C'est bien défini, puis les analyses qui sont disponibles. En attendant que ce soit renouvelé, ben, normalement, toutes les analyses qui étaient dans les campagnes PISAC sont toujours disponibles. Euh, Ce qui m'amène au volet 4.2. Il nous reste peu de temps. C'est notre dernier sous-volet, en fait, qui vise à accroître l'adoption de bonnes pratiques par l'accompagnement par un médecin vétérinaire à un groupe d'éleveurs. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment un médecin vétérinaire qui doit faire l'accompagnement. Les demandeurs admissibles à ce sous-volet-là, c'est médecins vétérinaires, établissements d'enseignement, associations d'éleveurs, associations de médecins vétérinaires, établissements vétérinaires, centres d'expertise, au BNL dédié au transfert de connaissances. Donc, c'est assez large. Et on veut des projets qui vont constituer en fait en l'accompagnement d'un groupe d'éleveurs par un médecin vétérinaire. Il y a des thèmes qui sont identiques au volet 4.1, puis des taux d'aide financière qui sont identiques au volet 4.1, mais on n'a pas des activités dans chacun des thèmes. Je vais vous montrer là, sur la diapositive suivante quelles sont les activités qui sont disponibles actuellement. Il y en a 3. Les taux d'aide financière, en fait, l'aide financière maximale par projet, elle est de 30 000 puis pour chacun des types d'activités, il va y avoir un format prédéfini pour ces activités-là, puis une période de dépôt. Donc, je vais vous les présenter à la prochaine diapositive. Puis, le demandeur et ses partenaires là, peuvent offrir une contribution en nature là, ou une contribution en espèces pour leur portion d'aide financière, en fait, la portion qui n'est pas financée là, par le ministère. Dans le cas de la biosécurité, c'est financé à 90 donc le demandeur doit fournir 10 Dans le cas des problématiques de représenter un risque pour la productivité, on est à 50 Puis dans le cas des problématiques qui représentent un risque pour la santé publique ou santé des cheptels, on est à 90 Les activités, vous les avez à droite. Les ateliers de biosécurité pour les éleveurs de volailles sans quota. Donc, on est vraiment dans des ateliers de formation pour des groupes d'éleveurs de volailles sans quota. Au milieu, vous avez l'accompagnement d'un groupe d'éleveurs dans le cadre des groupes de contrôle du SRRP. Donc, c'est une activité qui existait déjà dans les campagnes PISAC. Donc, on poursuit le soutien à ces activités-là à la hauteur de 50 dans le cas du volet 4.2. La dernière activité, c'est celle concernant les ateliers apicoles sur la gestion du varroa et les maladies du couvain. Donc, qu'on vient financer à 90 C'est aussi dans la continuité de ce qu'on avait déjà là, dans le PISAC. Ce sont des ateliers de formation sur ces maladies-là qui sont des enjeux d'importance pour le secteur apicole. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter la page web du sous-volet 4.2. Il va y avoir des périodes de dépôt de projet pour chacune des thématiques et des formulaires à compléter là, pour les demandeurs. Donc, on termine avec les dates importantes au cours des prochaines semaines. 1er avril, demain. À partir de demain, tout nouveau relevé vétérinaire qui va être produit pour toutes les visites qui sont faites après le 1er avril doivent être faites conformément aux paramètres du nouveau PISAC. Donc, probablement que vous avez déjà eu des présentations, des rencontres avec vos fournisseurs de logiciels, puis que c'est soit en cours ou très avancé ou déjà fonctionnel. Aucun relevé pour le nouveau PISAC ne peut être acheminé avant le 1er juin, c'est-à-dire que tous les relevés que vous allez faire dans le cadre du nouveau programme entre le 1er avril et le 1er juin vont nous être transférés seulement après le 1er juin. Tout ça parce que, dans le fond, nous, on a besoin de traiter les relevés de l'année précédente, puisque vous avez jusqu'au 31 avril pour nous transférer vos relevés ASAC et vos formulaires PISAC qui ont été faits avant le 31 mars. Donc, vous avez toujours jusqu'à la fin du mois suivant. Donc, on a jusqu'au 31 avril pour recevoir les relevés de l'ancien programme. Ensuite, on va les traiter. On se donne un mois pour traiter ça si tout va bien. En fait, au pire, un mois. Puis si tout va bien, peut-être ça va aller un peu plus vite. Puis ensuite, on fait le changement de système. Puis à partir du 1er juin, on va recevoir les nouveaux relevés du nouveau programme qui ont été faits à partir du 1er avril. Dans le cas de DSAHR, je sais que c'est géré par DSAHR. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro.
Merci. Puis, dernière date importante pour les sous-volets avec appel de projet, sous-volet 1.1. Donc, ça va être un dépôt sur appel de projet. Surveillez la page web pour les dates d'appel de projet. Je vous rappelle que les dépenses admissibles à la rémunération du personnel de soutien sont admissibles là, à partir du 1er avril, mais pas les autres dépenses. Donc, il faut attendre d'avoir déposé le projet et obtenu une réponse pour engager des dépenses. Le volet 2, c'est du dépôt en continu dès que les formulaires vont être disponibles sur la page web. Et le volet 4.2, ben, on surveille la page web pour les dates de dépôt pour les différents types de projets. Ça complète ma présentation. Je veux juste vous rappeler qu'on a deux adresses présentement avec lesquelles que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous. Donc, l'adresse PISAC en commercial mapac.gouv.qc.ca qui va être l'adresse officielle là, pour le futur programme. L'adresse ASAC existe encore, puis on va la conserver là, pendant un certain temps là, pour faire une transition plus douce. Mais donc, vous pouvez utiliser ces deux adresses-là là, au cours des prochains mois là, pour communiquer avec nous si vous avez des questions.